Et c'est la dernière fois que nous nous retrouvons ici même avec les éditorialistes en 2017, bien sûr, pour commenter l'actualité internationale. L'occasion d'évoquer l'arrivée de deux phénomènes sur la scène diplomatique, Donald Trump aux États-Unis, Emmanuel Macron en France. Ici même pour en parler à mes côtés, Claude Guibal, grand reporter au service international de France Inter. Alain de Chalvron, qui est grand reporter à France 2. Vous avez été correspondant en Chine et aux États-Unis. Également Alain Frachon, éditorialiste au Monde. Et Isis Ascoberetta, chargé de projet éditorial pour Cartooning for Peace. Cartooning for Peace, qui chaque vendredi nous fait partager et découvrir parfois les illustrations des dessinateurs de presse sur l'actualité. On parle à l'instant de Donald Trump et ça a été effectivement un grand sujet pour tous les dessinateurs dans le monde. On a pu retrouver enfin nos moyens techniques. On va pouvoir voir avec vous les dessins, Isis. Voilà, alors il y avait ces premiers dessins justement sur le Russiagate, un dessin des Herman, dessinateur suisse, qui travaille pour la Tribune de Genève. Donc voilà, vous voyez, le Russiagate, y a-t-il eu collusion entre Trump et Poutine? C'est la grande question. Vous voyez les enquêteurs du FBI qui sont en train justement d'interroger Trump sur la question et Trump qui dit « Jamais Poutine voulait un idiot à la tête des États-Unis. Je n'étais pas d'accord. » C'est la bonne réponse. Et ça, c'est un autre dessin des Joep Bertrams, dessinateur des Pays-Bas, qui travaille pour Der Groene Amsterdamer. Alors, les dessins s'intitulent « Le Piranha Flynn ». Donc justement on parlait de Michael Flynn qui était le ex-conseiller à la sécurité nationale qui est resté 24 jours au poste. Et vous voyez toutes ces petits piranhas avec la tête de Flynn qui sont en train de manger, de dévorer Trump qui continue impassible à nager. On dirait qu'elle ne se rend même pas compte de ce qui est en train d'arriver. On ne sait pas s'il va justement finir sa course. Et on parlait justement de Jérusalem et tout ce qui est arrivé après que Trump a déclaré Jérusalem comme capitale d'Israël. Et donc ces dessins des Avi Katz, dessinateurs israéliens pour des Jerusalem Report. Alors on sait que Trump voulait justement être l'émissaire de la paix. Il voulait résoudre le conflit israélo-palestinien. Donc comme il dit, un État de États, peu importe, cela va être trop facile. Cet autre dessin des Lectre, dessinateur belge, un dessin publié dans Der Standard. Donc, vous voyez l'éléphant et les magasins de porcelaine. Donc, vous avez reconnu Trump avec sa petite coiffure, un éléphant républicain. Et de l'autre côté, Dome of the Rock, la vue de la vieille ville de Jérusalem. Et on revient aussi sur un autre sujet qui nous a tenu en haleine pendant tout l'été, c'était justement la Corée du Nord et Trump. Et on suit toujours ces feuilletons, on ne sait pas très bien ce qui va se passer, si les choses vont se calmer. Donc pendant sa tournée en Asie, où il était en Chine, Corée du Sud, Japon, donc vous voyez la tête des trois présidents qui savaient pas très bien comment ils allaient réagir. Donc ces dessins des Steph, dessinateur français qui habite à Thaïlande. Vous voyez d'un côté Trump et Kim Jong-un qui s'amusent comme des enfants dans cette combat debout. Et cet autre dessin des Hall, dessinateurs américains, voyant une représentation de Trump, le petit enfant qui ne sait que tweeter avec sa petite tétine. Et vous voyez à côté justement ces boutons nucléaires qui est juste là comme ça. On dirait que accidentellement sa petite main pourrait tomber et déclencher justement une troisième guerre mondiale. Et on parlait des retraits des accords de Paris qui était aussi la grande nouvelle, ces dessins de Soulcier pour Télérama. Alors, Apocalypse Now, écologique. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de la célèbre scène du film d'Apocalypse Now. Donc, il a repris Trump un Robert Duval, colonel Bill Kilgore, qui s'est exclamé devant ses hommes, j'adore l'odeur du napalm les matins. Bah, lui, Trump adore l'odeur du CO2 le matin, parce qu'on sait qu'il est un climato-sceptique convaincu. Et je vais finir avec un dessin, justement, parce que on parlait de la fin de la neutralité du net aux États-Unis qui a été une grande affaire ces derniers jours. Alors la neutralité qui avait été officiellement stipulée par Obama en 2015 et Trump qui a mis fin les 14 décembre, ou plutôt la Commission fédérale des communications. Donc ces dessins des Chapat, dessinateurs suisses pour Le Temps. Donc, vous voyez bien ce couple hyper connecté. Le mari qui peut plus visionner justement sous vidéo sur YouTube, payer pour visionner, et comme il dit, on s'est fait bien YouTuber pour garder le bon langage. Et vous évoquiez le climat à l'instant, ça a été effectivement le principal terrain d'affrontement finalement entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Donald Trump qui avait donc annoncé la sortie des États-Unis de l'accord de Paris. Écoutez la réponse d'Emmanuel Macron.
Nous y arriverons parce que nous sommes pleinement engagés. Parce qu'où que nous vivions, qui que nous soyons, nous partageons la même responsabilité. Make our planet great again. Voilà, il était président de la République française depuis à peine 2 mois et sans doute à cette occasion, beaucoup à travers le monde ont découvert qui était Emmanuel Macron qui s'exprime pour l'occasion en anglais. C'est à la communauté internationale qu'il s'exprime là, Alain de Chalvron. C'est sur cette bataille vraiment que la France est en train d'affirmer son leadership sur la scène mondiale. Oui, pas seulement, mais il faut reconnaître que là, Emmanuel Macron a saisi la balle au bond d'une façon magistrale. Parce que ça s'est passé quelques minutes ou à peine 1 heure après la déclaration de Trump. Tout de suite, il a saisi la balle au bond. Et c'est vrai que c'était à Paris, c'est la France en quelque sorte qui est garante de cet accord. Mais c'est vrai qu'il a tout de suite réagi. Il a convoqué ce sommet qui a eu lieu la semaine dernière, je crois. Voilà. Et donc, il exerce un leadership sur cette question maintenant, incontestablement. Claude Guibal, là on a vu effectivement 2 approches bien sûr différentes et pour cause, mais une fois de plus, je dirais, Donald Trump a contribué à baisser le leadership américain dans le monde. En tout cas, en refusant le multilatéralisme et en se retirant des gros dossiers, etc., il change la forme du leadership américain. En tout cas, son but, c'est quand même de America First et de recentrer l'Amérique sur ses priorités. Moi, pour en revenir à Emmanuel Macron... On voit la Chine couverte de laurier, par exemple, depuis sur cette question-là du climat. La Chine saisit toutes les occasions d'annoncer un marché carbone. Mais parce que la Chine, au moment de la COP21, avait quand même extrêmement été à la manœuvre. Il y avait quand même diplomatiquement des choses très intéressantes qui s'étaient créées au moment de la COP21. Et d'ailleurs, la France n'avait pas été avare de ses efforts là-dessus. Là-dessus, je trouve qu'Emmanuel Macron a été extrêmement tactique parce que je n'ai pas le souvenir d'avoir beaucoup entendu parler de climat pendant la campagne. Ça n'a pas été, justement, c'est la grande absente de la campagne d'Emmanuel Macron. Et là, on a vu... Il y avait un vide à combler, il y avait une place à prendre et tout de suite Emmanuel Macron a effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sauté sur cette occasion-là. Et finalement, c'est quelque chose, je trouve, qui est vraiment un marqueur de sa politique, c'est occuper le vide. Dès qu'il y a un espace à prendre, il le prend et là-dessus, c'était une façon effectivement de prendre le pas d'une forme de leadership ou d'essayer de se recentrer au niveau international qui a été effectivement assez magistrale. C'est ça, Alain Frachon, la marque d'Emmanuel Macron, même au plan intérieur. On va peut-être regarder les sondages. Mais un président qu'on a dit à l'époque élu presque un peu par défaut, il faut le dire, face à Marine Le Pen, qui bien sûr faisait office de repoussoir pour beaucoup d'électeurs hostiles à ses idées, et qui, parti finalement d'un socle de popularité pas forcément très élevé, a réussi à construire quelque chose, peut-être durablement. C'est possible, c'est sans doute encore un peu tôt pour le dire, mais on peut... J'en reviens à cette image que vous avez passée de sa réaction à la COP 21. Vous savez, sa force sur la scène internationale, la France est une moyenne puissance. Donc bon, on n'attend pas des miracles. Elle est présente en Afrique, on le sait. Elle a une représentation diplomatique universelle, une vraie tradition diplomatique. Elle est au Conseil de sécurité de l'ONU, etc. Mais enfin, ça reste une moyenne puissance. Mais il y a quelque chose de déterminant pour vous faire entendre sur la scène internationale. Est-ce que vous représentez un pays en bon état ou en voie d'être en bon état? C'est là où il y a une relation entre votre capacité diplomatique et votre situation intérieure. Et Macron, il a ça pour lui dès le début. Il a une aptitude à réformer la France qui fait qu'on a le sentiment... Laissons tomber les dossiers de fond, mais on a le sentiment, la perception est là, d'un pays qui va mieux ou qui va aller mieux, qui sort d'un certain nombre d'années de marasme. Alors il est porté par la conjoncture, bon, c'est pas lui qui la crée, mais enfin elle est là, plus de 2,4 ou 5% de taux de croissance en 17, même chose en 18, probablement en 19. Et donc il a ça pour lui. Qu'on le veuille ou non, son talent a été d'incarner une capacité de réforme. Et un pays qui se réforme, eh bien, on entend plus sa voix sur la scène internationale, notamment en Europe. Ça, j'essaie de répondre à votre question de cette manière-là. Ça se traduit en tout cas, Alain de Chalvron, par The Economist qui, cette année, décerne à la France le titre de pays de l'année 2017, en grande partie grâce à Emmanuel Macron. Oui, alors, pour poursuivre un petit peu et pour aller vers votre question, il a de la chance. On a vu qu'il avait été élu
grâce à un coup de chance formidable, qui est que Fillon n'était pas le bon candidat pour la droite. Et en termes internationaux, c'est pareil. Il arrive sur une scène européenne où Mme Merkel a les plus grandes difficultés à constituer un gouvernement, où les Anglais sont mis sur la bordure à cause du Brexit, et donc lui, il arrive, il est au début de son mandat, il a une vraie puissance derrière lui, et donc il est le leader naturel. Alors, c'est bien d'avoir de la chance. Lazarev disait à propos des journalistes, si vous me donnez le meilleur journaliste du monde, mais qui n'a pas de peau, moi, je préférerais celui qui a de la chance. Voilà. Eh ben, il faut avoir de la chance, mais il faut savoir la saisir. Et là-dessus, il est quand même assez habile. Il est assez habile avec, par exemple, Trump, en le câlinant d'un côté sur les Champs-Élysées, et puis derrière, en lui envoyant des roquettes qui sont dévastatrice, quelque part, y compris sur le Moyen-Orient. C'était nécessaire d'accueillir Trump? C'était une bonne manœuvre de l'accueillir au 14 juillet? Alors, Trump, c'est Trump, mais les États-Unis, ce sont aussi les États-Unis. Et c'était 100 ans de l'intervention américaine pendant la guerre de 14, et c'était parfaitement légitime, à mon avis, d'inviter à cette occasion-là le président des États-Unis. C'est trouvé que c'était Trump, ça aurait pu être Obama si le calendrier avait été différent, mais moi je ne suis pas du tout contre ça. Oui, puis il achetait une valeur à la baisse, comme on dit sur les marchés. C'est jamais un mauvais calcul pour un trader. Il a raison de recevoir Poutine aussi. Oui, bien sûr, il faut tout le monde. Mais en l'occurrence, dérouler le tapis rouge pour le 100e anniversaire de la guerre de 14, c'était pas mal habile. Alors, il faut saisir la balle au bon, je le disais. Il l'a saisi aussi sur le Moyen-Orient, enfin sur la crise saoudo-libanaise, disons, en étant dans le coin, en décidant subitement d'aller faire un tour à Riyad, d'aller voir le prince héritier, d'obtenir que Hariri soit exfiltré, si on peut dire. Tout ça, c'était assez bien joué. C'est un peu le coup que Sarkozy avait réussi en Géorgie à l'époque, avec Poutine. Enfin, pour un résultat des circonstances différentes. Je pensais pas à l'analogie, mais quelque part aussi, Sarkozy avait été assez habile et avait saisi la balle au bon à son tour. Claude Guibal. Oui, là-dessus, je pense que sur la question de Hariri, c'est effectivement un coup tactique assez fin d'Emmanuel Macron au Proche-Orient, qui permet quand même à tout le monde de sortir la tête haute de cette situation qui commençait à devenir extrêmement dangereuse. J'en dirais pas autant pour le reste de la politique proche-orientale d'Emmanuel Macron, qui me semble toujours assez difficile à lire. Par contre, ce qui est intéressant, on en parlait avec la façon dont il a reçu Poutine, la façon dont il a reçu Donald Trump, c'est que Emmanuel Macron donne le sentiment de vouloir faire un reset de l'héritage des présidents précédents, de sortir en fait de cette espèce de paralysie, ou en tout cas, on voit qu'il ne veut pas commencer son mandat en antagonisant certaines personnes et en se laissant le temps. Alors, c'est Emmanuel Macron. En même temps, oui. On fait ceci et en même temps on fait cela. Donc pour l'instant, on donne des signaux qui permettent une forme d'attentisme et qui permettra peut-être le moment venu d'abattre certaines cartes. En même temps, justement, exemple avec Vladimir Poutine, reçu en grande pompe à Versailles, l'occasion d'un rapprochement avec la Russie. Rapprochement, pas seulement, puisque Emmanuel Macron, interrogé sur le rôle des médias russes, s'en est pris justement à ceux qu'il estime être pilotés par Moscou, le tout devant l'œil du maître du Kremlin. Écoutez. J'ai toujours eu une relation exemplaire avec les journalistes étrangers, encore faut-il qu'ils soient journalistes. Et les responsables politiques ont des responsabilités de prendre des décisions, de dire les choses. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. C'est courageux, ça? En tout cas, la dite chaîne d'influence, comment il appelle ça, chaîne d'influence, a été autorisée en France là il y a quelques jours. Donc, oui, c'était courageux, il faut quand même pas exagérer, mais bon, c'était pas mauvais face à Vladimir Poutine de mettre les choses au point, oui. Il y a aussi un autre dossier, bien sûr, qui nous intéresse, cet accord avec l'Iran que Donald Trump, vous l'avez rappelé tout à l'heure, a décertifié. Bien, la France qui avait beaucoup traîné les pieds, on s'en souvient à l'époque, la diplomatie de Laurent Fabius, est désormais l'un des principaux garants de cet accord. Écoutez. Le dénoncer aujourd'hui, sans rien proposer d'autre, serait une lourde erreur. Ne pas le respecter serait irresponsable, parce que c'est un accord utile, essentiel à la paix, à l'heure où le risque d'une spirale infernale ne saurait être exclu. C'est ce que j'ai dit hier aux États-Unis et à l'Iran.
Voilà, c'était Emmanuel Macron lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Alain Frachon, il y a une ligne claire aujourd'hui de la France sur ces dossiers, sur l'Iran, sur aussi la Syrie, qui sont deux dossiers un peu liés. La Syrie, c'est plus compliqué parce que il y a eu différents discours de la France. La France à nouveau prête à dialoguer avec Bachar el-Assad, mais néanmoins qualifiée de criminel de guerre et de principal ennemi du peuple syrien, ce qui a valu un nouvel échange assez aigre en début de semaine. Et puis on s'en souvient, c'était précisément à côté de Vladimir Poutine. Emmanuel Macron avait à nouveau fixé une ligne rouge en cas d'usage d'armes chimiques. Il menaçait d'intervention française. On n'en parle plus aujourd'hui. Non, ce que je trouve intéressant, si on cherche à affiner comme ça, à dire à quoi ressemble déjà une diplomatie Macron par rapport à ses prédécesseurs, c'est cette volonté de ne pas se laisser enfermer dans un camp. Certes, nous sommes les alliés des États-Unis, certes, nous sommes un membre de l'OTAN, etc., etc. Il le répète. Mais en même temps, Macron invite Poutine parce que la France ne peut pas, en Europe, ne pas avoir de relations avec la Russie, parce qu'il faut entretenir des relations avec la Russie. La France, au Moyen-Orient, avait la réputation d'être dans le camp des sunnites, de l'Arabie Saoudite, du temps, je crois, de François Hollande, peut-être un peu plus du Qatar avant, mais enfin on était dans le camp des sunnites. D'ailleurs, François Hollande a été invité à un sommet de la réunion des pays du Golfe Persique à Riyad, et il a dit « Nous sommes dans votre camp ». Phrase extraordinaire. Macron, lui, dit il va à Riyad pour sortir le Premier ministre libanais kidnappé à Riyad, et il le fait très habilement, et en même temps il dit « Je veux aller à Téhéran, je suis le défenseur. Nous sommes les défenseurs de l'accord sur le nucléaire iranien parce qu'il sait bien que l'Iran est une puissance fondamentale, voire prépondérante en ce moment, au Moyen-Orient. Donc s'il y a un profil diplomatique, c'est certes nous sommes alliés des États-Unis, mais on ne va pas se laisser enfermer dans un camp. On va entretenir des relations avec Poutine, on va voir ce qui se passe sur l'Ukraine, on va entretenir des relations avec l'Iran. Je veux aller à Téhéran et je vais à Riyad. Claude Guibal, l'équidistance, ça peut être une ligne diplomatique. Est-ce que ça peut être efficace ? En tout cas, ce qui n'est pas une ligne diplomatique, c'est de fermer des portes. On l'a vu sur la question syrienne d'emblée, quand on a fermé l'ambassade à Damas, etc. Et quand, dès le début des discussions de Genève, au moment des premières discussions de paix sur la Syrie, l'Iran, dont on savait qu'il était un acteur majeur du conflit syrien, n'était même pas invité, même en tant qu'auditeur, à ces négociations. À partir du moment où on exclut un des principaux participants, un des principaux vecteurs, ça ne peut pas avancer. Ça, Emmanuel Macron l'a bien compris, je pense, du bilan de ses prédécesseurs, c'est qu'on ne pouvait pas fermer les écoutilles et que la région était une région compliquée, c'était du billard à 5 bandes et on ne peut pas s'aliéner l'Iran. Ensuite, par rapport à l'Iran, la France a aussi des intérêts économiques qui sont aussi en concurrence avec les intérêts américains. Pendant tout le moment de la négociation de l'accord nucléaire en Iran, il y a quand même une course à l'échalote terrible entre les États-Unis et la France notamment. Et Emmanuel Macron, aujourd'hui, sait bien que détricoter cet accord ne serait pas du tout en faveur des Français. Donc il y a une carte à jouer. On voit bien que l'Iran est une puissance qui va grandissant. On voit que dans le camp sunnite, les choses ne sont pas aussi simples et que la personnalité de MBS en Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman divise. Et beaucoup de choses sont en train de se jouer maintenant. Et je pense que l'attitude d'Emmanuel Macron sur ces dossiers-là, c'est une forme de... On parle à tout le monde et on attend. On attend de voir comment les pièces bougent sur l'échiquier avant, effectivement, de définir une véritable stratégie. Alain Chalron, c'est de la prudence, ça, ou est-ce qu'il y a une logique derrière ? Je pense qu'il y a en tout cas un espoir derrière. Pour avoir parlé à des gens de l'entourage d'Emmanuel Macron, sur les deux dossiers clés quand même, du climat et de l'Iran, c'est vrai que ça serait catastrophique de retourner à la situation ante en Iran. Sur ces deux dossiers, Emmanuel Macron ne désespère pas, aussi curieux que ça puisse paraître, de faire bouger Trump comme il le dit. De faire bouger Trump, oui. Absolument. Et c'est sérieux, je crois que c'est vrai. Alors, sur l'Iran, par exemple, bon... Pardonnez-moi, il compte sur cette équation personnelle qu'il a peut-être su créer avec Donald Trump ? Entre autres choses, ça ne suffit pas, mais en tout cas, il estime que Trump l'écoute. Il ne va pas forcément obéir, si on peut dire, à ses injonctions, mais il l'écoute. Et c'est vrai que sur l'Iran, Trump a beaucoup menacé, mais il n'a pas été jusqu'au geste fatal de dire « nous nous retirons de l'accord ». Sur le climat,
on a pu remarquer que, par exemple, dans le discours de Trump à l'ONU, il n'a pas parlé du climat. Et certains ont dit, mais c'est scandaleux, il ne parle pas du climat. Mais non, tant mieux, parce que ça veut dire qu'il ne fige pas la position américaine. De toute façon, je crois qu'il y a un délai de 3 ans pour sortir de l'accord, donc on a du temps. Et c'est vrai que sur ces dossiers-là, Macron ne désespère pas de pouvoir convaincre Trump. Je ne sais pas si c'est à la portée d'une puissance moyenne comme la France, mais en tout cas, c'est la réalité du moment. Isis Ascoberreta, les illustrations de l'arrivée d'Emmanuel Macron et de ses premiers pas sur la scène internationale. Oui. Alors justement, j'ai un premier dessin des Chapat, dessinateur suisse, un dessin publié dans des New York Times, et c'est justement au moment de son élection. Donc vous voyez. Il y a ces côtés de non-populisme, puisque la France avait voté aussi pour faire barrage à Marine Le Pen pour Macron. Et de l'autre côté, vous voyez Theresa May et Donald Trump qui regardaient cette victoire et se disant « Les Français, on ne peut jamais leur faire confiance ». Cet autre dessin des Bénédicte, dessinatrice suisse, un dessin publié dans 24 heures. Alors justement, on parlait de faire barrage à Marine Le Pen. Donc, vous voyez, c'est cadenas garanti 5 ans. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer après la présidence des Macron. Si Marine Le Pen sera là, ce sera un autre membre du FN. Et justement, on parle aussi d'Édouard Philippe dans l'ombre de Jupiter avec ses dessins des JO publiés dans Marianne. Alors, vous voyez bien qu'à un moment, Édouard Philippe était un peu plus haut dans la popularité en France vis-à-vis des Macron. Donc, c'est pas très très bon pour lui qui s'est dit ah ça dépasse. Et cet autre dessin des Soulciers, dessin publié dans Télérama. Alors le code du travail qui va être un grand chantier de la présidence de Macron. Alors on voit là Macron, un amoureux transi du code du travail, en train de déchirer. Ça fait un peu plaisir pour lui de déchirer les pages du code du travail en se demandant les Français m'aiment un peu, beaucoup, à la folie. Et pour parler des politiques étrangères, donc c'est vrai que son élection a été aussi vue par les dessinateurs de presse et par d'autres pays de l'Union européenne comme quelqu'un qui pourrait relancer justement l'Union européenne. Et donc ces dessins des Thierry Rogers, dessinateur des Pays-Bas, dessin publié dans Cartoon Movement. Vous voyez bien ces super-héros, c'est Super Macron qui vient justement sauver l'Union européenne ou en tout cas essayer de la faire tenir pour les mois ou les années à venir. Et ces dessins des CAC pour l'opinion, alors justement le couple de l'Union européenne, Merkel-Macron, alors là ils sont dans ces jeux de pirouettes sur les patins. Et vous voyez derrière la tête de Juncker qui est pas très rassuré, puisque comme on sait, après les élections législatives en Allemagne, c'est vrai que le couple Macron-Merkel, France-Allemagne, voilà, il y a quelques pour l'instant, soucis. Voilà, il manque un partenaire. Voilà. De voir si Angela Merkel pourra constituer une nouvelle majorité. Et c'est autre chose, justement, on parlait des Trump qui est venu en France le 14 juillet. C'est dessin des Willis from Tunis, dessinatrice tunisienne. Alors justement, quels sont les points communs de Trump avec la France? Macron, c'est mon côté capitaliste. Le Pen, c'est mon côté facho. Fuck, j'écartonnerai en France aussi. Petit constat des Trump. Et allez, un dernier dessin, parce que justement on parlait de la politique africaine de la France, la visite de Macron en Afrique et justement en Algérie. Visite éclair à Bouteflika, Macron apprend le métier, c'est dessin des Délimbres au Canard enchaîné et surtout n'est pas blagué sur la réparation de la clim. C'était l'allusion bien sûr voilà. à ce discours devant des étudiants à Ouagadougou en présence du président burkinabé qui a fait beaucoup réagir. Voilà, c'est la fin de cette dernière émission d'une semaine dans le monde. Je voudrais remercier bien sûr Isis Ascoberreta de nous avoir accompagnés pendant toute une partie de cette saison aux côtés de Cartooning for Peace avec notamment aussi Laure Simoes, Yann Imam qui n'est pas là aujourd'hui mais qui est un habitué aussi de ces rendez-vous. Claude Guibal, merci également d'avoir été avec nous. Merci aussi à Alain de Chalvron et à Alain Frachon qu'on espère revoir tous les deux à de très nombreuses reprises avec Claude Guibal également bien durant cette année 2018 où à n'en pas douter nous aurons aussi beaucoup de débats. Merci, restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.